Troisième exposé. La transformation des pensées latentes du rêve en contenu manifeste du rêve mérite notre pleine attention. Elle est en effet le premier exemple connu de nous de la transposition d'un matériel psychique passant d'un mode d'expression à l'autre, d'un mode d'expression qui nous est immédiatement compréhensible à un autre, à la compréhension duquel nous ne pouvons parvenir qu'à l'aide d'efforts bien dirigés, bien que nous devions le reconnaître, lui aussi, comme une opération de notre activité psychique. En tenant compte du rapport entre contenu latent et contenu manifeste, les rêves peuvent se diviser en 3 catégories. Nous pouvons d'abord distinguer les rêves qui sont sensés et en même temps compréhensibles, c'est-à-dire qui sont susceptibles de se laisser intégrer à notre vie psychique sans nous heurter. Il existe beaucoup de rêves de ce genre. Ils sont le plus souvent brefs et nous apparaissent en général comme peu dignes d'attention, parce que toute surprise ou tout élément déconcertant leur fait défaut. Le fait qu'ils se produisent est d'ailleurs un argument de poids contre la théorie qui fait naître le rêve de l'activité isolée de groupes particuliers de cellules cérébrales. Il leur manque toutes les caractéristiques d'une activité psychique dégradée ou morcelée, et cependant nous n'élevons jamais d'objection contre leur caractère de rêve et ne les confondons pas avec les produits de l'état de veille. Un second groupe est constitué par les rêves qui, tout en étant cohérents et de sens clair, produisent un effet déconcertant parce que nous ne savons où loger ce sens dans notre vie psychique. C'est ce qui se produit quand nous rêvons, par exemple, qu'un parent cher est mort de la peste, alors que nous n'avons aucune raison d'attendre, de redouter ou de supposer un tel événement, et que nous nous demandons, surpris, comment suis-je arrivé à une pareille idée? Au troisième groupe, enfin, appartiennent les rêves auxquels manquent et le sens et l'intelligibilité, qui apparaissent comme incohérents, confus et absurdes. La grande majorité des produits de notre activité onirique présentent ces caractères qui ont fondé la piètre estime accordée aux rêves et la théorie médicale de l'activité psychique réduite. Dans les compositions oniriques d'une certaine longueur et complexité, notamment, il est rare que les signes les plus nets de l'incohérence fassent défaut. L'opposition entre le contenu manifeste et le contenu latent du rêve n'a manifestement de signification que pour les rêves de la seconde catégorie et plus proprement encore pour ceux de la troisième. C'est ici que se rencontrent les énigmes qui ne disparaissent que si l'on remplace le rêve manifeste par le contenu de pensée latent, et c'est à propos d'un exemple de ce genre, d'un rêve confus et inintelligible, que nous avons entrepris l'analyse qui précède. Cependant, contre toute attente, nous nous sommes heurtés à des motifs qui nous interdisaient de prendre complètement connaissance des pensées latentes du rêve, et la répétition de la même expérience a pu nous conduire à supposer qu'il existe une corrélation intime et régie par une loi entre le caractère inintelligible et confus du rêve et les difficultés que soulève la communication des pensées du rêve. Avant d'explorer la nature de cette corrélation, nous aurons avantage à diriger notre intérêt vers les rêves plus facilement intelligibles de la première catégorie, dans lesquels contenu manifeste et contenu latent coïncident, ce donc qui semble faire l'économie du travail du rêve. L'examen de ces rêves se recommande encore d'un autre point de vue. Les rêves des enfants sont en effet de ce type, donc sensés et non déconcertants, ce qui, soit dit en passant, constitue une nouvelle objection contre ceux qui ramènent le rêve à une activité cérébrale dissociée dans le sommeil, car pourquoi un tel rabaissement des fonctions psychiques appartiendrait-il, dans le cas de l'adulte, aux caractéristiques de l'état de sommeil, et n'en irait-il pas de même pour l'enfant ? Nous avons, au contraire,
pleinement le droit d'attendre que l'explication des processus psychiques enfantins, fussent-ils notablement simplifiés, les fasse apparaître comme une préparation indispensable à la psychologie de l'adulte. Je communiquerai donc quelques exemples de rêves d'enfants que j'ai réunis. Une petite fille de 19 mois doit rester à jeun pendant tout un jour parce qu'elle a vomi le matin. Selon sa bonne, elle s'est rendue malade en mangeant des fraises. Pendant la nuit qui suit ce jour de diète, on l'entend prononcer son nom en dormant et ajouter « fraises, groseilles, omelettes, bouillies ». Elle rêve donc qu'elle mange et souligne dans son menu ce qui, suppose-t-elle, lui sera chichement accordé dans un proche avenir. De même, un garçon de 22 mois rêve d'une jouissance qui lui a été refusée. La veille, il a reçu en cadeau de son oncle un petit panier de cerises fraîches, dont on ne lui a naturellement laissé goûter qu'un échantillon. Il se réveille en déclarant tout joyeux « Hermann mangeait toutes les cerises ». Une petite fille de 3 ans et demi avait fait pendant le jour une excursion sur un lac. Celle-ci n'avait pas duré assez longtemps pour elle, car elle se mit à pleurer lorsqu'elle dut revenir sur terre. Le lendemain matin, elle raconta qu'elle avait navigué sur le lac pendant la nuit, qu'elle avait donc continué la promenade interrompue. Un garçon de 5 ans et 3 mois semblait peu satisfait d'une excursion dans la région du Dachstein. Sitôt qu'un sommet apparaissait, il demandait si c'était le Dachstein et refusa de pousser avec les autres jusqu'à la cascade. Son comportement fut mis au compte de la fatigue, mais s'expliqua mieux le lendemain matin lorsque, racontant son rêve, il affirma être monté sur le Dachstein. Il avait manifestement espéré que l'ascension du Dachstein serait le but de la sortie et s'était dépité de ne pas voir apparaître la montagne attendue. Il rattrapait en rêve ce que la journée ne lui avait pas apporté. Comportement tout pareil dans le rêve d'une petite fille de 6 ans dont le père avait interrompu une promenade avant l'arrivée au but à cause de l'heure avancée. Sur le chemin du retour, l'enfant avait été frappé par un poteau indicateur qui indiquait un autre but d'excursion, et son père lui avait promis de la conduire également à cet endroit une autre fois. Le lendemain matin, elle apprit à son père que celui-ci l'avait conduite à l'un et l'autre endroit. L'élément commun de ces rêves d'enfants saute aux yeux. Ils accomplissent tous les désirs qui ont été mis en branle pendant le jour et sont demeurés inaccomplis. Ce sont des accomplissements de désirs simples et sans voile. Voici aussi un rêve d'enfant qui n'est rien d'autre que l'accomplissement d'un désir, bien qu'il ne soit pas tout à fait intelligible à première vue. Une petite fille, qui n'avait pas encore 4 ans, avait été transportée de la campagne à la ville à cause d'une poliomyélite et passa la nuit chez une tante sans enfant, dans un lit de grande taille, bien entendu trop grand pour elle. Le lendemain matin, elle raconta qu'elle avait rêvé que le lit avait été bien trop petit pour elle, de sorte qu'elle n'y avait pas trouvé de place. Il est facile de reconnaître dans ce rêve un rêve de désir, pour peu qu'on se souvienne que les enfants expriment aussi fréquemment le désir d'être grands. La dimension du lit rappela par trop fortement sa petite taille à la petite, désireuse d'être grande. C'est pourquoi elle corrigea en rêve un rapport qui lui déplaisait et devint dès lors si grande que le grand lit était devenu trop petit pour elle. Même quand le contenu des rêves d'enfants se fait plus complexe et plus subtil, il est toujours très facile d'y voir l'accomplissement d'un désir. Un garçon de 8 ans rêve qu'il s'est trouvé avec Achille sur le char que conduisait Diomède. On peut prouver que la veille, il s'est plongé dans la lecture des légendes héroïques de la Grèce. On peut aisément constater qu'il a pris ses héros pour modèle et regretté de ne pas vivre en leur temps. Cette petite collection de rêves met réellement en lumière un second caractère des rêves d'enfants,
leur corrélation avec la vie diurne. Les désirs qui s'y réalisent proviennent du jour, en règle générale du jour précédent, et ont été marqués dans la pensée vigile d'une intense accentuation affective. Ce qui est sans importance et indifférent, ou ce qui doit apparaître tel à l'enfant, n'a pas trouvé d'accueil dans le contenu du rêve. Chez les adultes aussi, on peut réunir de nombreux exemples de ces rêves de type infantile qui, comme nous l'avons dit, offrent toutefois le plus souvent un maigre contenu. C'est ainsi que nombre de gens répondent normalement à un stimulus de soif nocturne par un rêve où ils boivent, lequel tend donc à l'élimination du stimulus et à la poursuite du sommeil. Bien des gens font fréquemment de tels rêves de confort avant de se réveiller lorsque la nécessité de se lever se présente à eux. Ils rêvent alors qu'ils se sont déjà levés, qu'ils sont occupés à leur toilette ou qu'ils se trouvent déjà dans leur classe, dans leur bureau, etc., là où ils devraient se trouver à ce moment précis. Au cours de la nuit qui précède un voyage qu'on projette de faire, il n'est pas rare de rêver qu'on est arrivé à destination. Avant une représentation théâtrale, une réception, le rêve anticipe bien souvent, comme par impatience, le plaisir attendu. D'autres fois, le rêve exprime l'accomplissement du désir d'une manière plus indirecte. Nous devons établir encore une relation, faire une déduction, donc procéder à un début de travail interprétatif pour reconnaître l'accomplissement du désir. Ainsi, par exemple, quand un homme me raconte que sa jeune femme a rêvé qu'elle avait ses règles. Je dois me dire que la jeune femme va au-devant d'une grossesse si ses règles sont interrompues. La communication du rêve est alors l'annonce d'une grossesse et son sens est de montrer réaliser le désir que la grossesse tarde encore un peu. Dans des circonstances inhabituelles et extrêmes, de tels rêves de caractère infantile deviennent particulièrement fréquents. Le chef d'une expédition polaire relate par exemple que pendant qu'ils prenaient leur quartier d'hiver sur la banquise, ces hommes, condamnés à une chair monotone et à de maigres rations, rêvaient régulièrement, comme les enfants, de grands repas, de montagnes de tabac et de leur foyer. Il n'est pas rare du tout qu'un fragment se détache avec une netteté particulière d'un rêve assez long, complexe et confus dans son ensemble, un fragment qui comporte un irrécusable accomplissement de désir, mais soudé à un matériel différent, inintelligible. Si l'on tente d'analyser aussi une série de rêves d'adultes apparemment transparents, on constatera avec surprise qu'ils sont rarement aussi simples que les rêves des enfants, et qu'ils peuvent cacher encore un autre sens que celui de l'accomplissement d'un désir. Certes, une solution simple et satisfaisante de l'énigme du rêve serait que le travail d'analyse nous rende capables de ramener aussi les rêves absurdes et confus des adultes au type infantile de l'accomplissement d'un rêve diurne intensément ressenti. Il semble, à coup sûr, que nous ne devons rien attendre de pareil. Les rêves sont le plus souvent remplis d'un matériel des plus indifférents et des plus hétérogènes, et on ne voit pas ce qui, dans leur contenu, pourrait être un accomplissement de désir. Mais avant de quitter les rêves infantiles, qui sont des accomplissements de désir sans voile, nous ne devons pas omettre de mentionner un caractère essentiel du rêve qu'on a relevé depuis longtemps et qui apparaît précisément le plus purement dans ce groupe. Je peux substituer à chacun de ces rêves une phrase exprimant un désir. « Oh, si seulement la navigation sur le lac avait duré plus longtemps! Si seulement j'étais déjà lavé et habillé! Si seulement j'avais eu le droit de conserver les cerises au lieu de les donner à mon oncle! » Mais le rêve donne plus que cet optatif. Il montre le désir comme déjà accompli, il figure cet accomplissement comme réel et présent, et le matériel de la figuration onirique est constitué avant tout, quoique pas exclusivement,
de situations et d'images sensorielles, le plus souvent visuelles. Une sorte de transformation qu'on a le droit de désigner du nom de travail de rêve ne fait donc pas non plus complètement défaut à ce groupe. Une pensée qui se formule à l'optatif est substituée à une vision au présent.